Et si d'aucuns veulent bien reconnaître que, bah oui, c'était peut-être bien, on vous dira, oui, mais ça, c'est fini, ça n'est plus adapté à notre époque, car dans notre époque, nous sommes dans une société, une économie mondialisée, ouverte, et donc ce que nous pouvions éventuellement faire autrefois, nous ne pouvons plus. Et ainsi s'est installé un mythe, parce que c'est un mythe. C'est installé un mythe, mais que je pense 80% des personnes tiennent pour vrai, donc ne tiennent pas pour un mythe, à savoir que désormais nous serions dans des sociétés où les États, les gouvernements, au plan national, ne peuvent absolument plus encadrer ou contrôler ou réguler ou orienter l'économie, que l'économie, et d'ailleurs à sa suite un peu le social, sont des domaines qui échappent en réalité à la souveraineté nationale, c'est-à-dire qu'au strict niveau d'un État, d'un gouvernement, un gouvernement n'a plus la capacité, n'a plus les marges de manœuvre nécessaires pour faire ce qu'il veut. Et qu'en réalité, il est totalement dominé, ou déterminé, ou en tout cas extrêmement contraint par la mondialisation, c'est-à-dire par le fait qu'il est en compétition avec maintenant un capitalisme qui est mondial et pas simplement européo-américain. Alors je dis que c'est un mythe, en effet, que je combats depuis longtemps, c'est pas seulement dans ce premier livre. Tous mes livres où il a été question en tout cas de politique publique et de politique économique, ont sans cesse et continuellement répété et redémontré et illustré cette même chose. Il n'y a pas eu de déclin du pouvoir politique national au cours des 30 dernières années. C'est toujours le politique qui gouverne l'économie, et uniquement le politique qui gouverne l'économie. Et donc quand on nous dit, comme le disait Luc Ferry, président du Conseil d'analyse de la société, dans un rapport hallucinant sur la crise, qui a été publié, je crois, en 2010, à savoir que désormais, de toute façon, le problème, c'est que les États, en réalité, ne peuvent plus rien faire, n'ont plus les marges de manœuvre, et que c'est ça qui est devenu le problème fondamental. Eh bien, ceci est une ânerie monumentale. Mais c'est devenu un lieu commun. Et ce lieu commun, évidemment, a une puissance politique et une efficacité autoréalisatrice, parce que, car en effet, si vous parvenez à convertir des millions et des millions de citoyens à cette idée, à ce mythe, qu'en réalité leur gouvernement national ne peut plus grand-chose, n'a plus les marges de manœuvre, eh bien vous allez avoir pour effet, évidemment, de briser les résistances, d'anesthésier totalement les consciences politiques et citoyennes. À quoi bon s'intéresser aux affaires de la cité et venir vendredi après-midi à Strasbourg pour débattre de ce qu'on pourrait faire, puisque de toute façon, on va voter pour des gens qui n'ont plus aucun pouvoir. Donc ça ne sert à rien de voter, ça ne sert à rien de militer, donc ça ne sert à rien. Et c'est le but. Et avec comme effet collatéral, ou comme espoir, évidemment, de la part de ceux qui utilisent ce mythe, de dire, bah, en tout cas, les durs de durs, quoi, ceux qui malgré tout veulent militer, si on arrive à leur mettre dans la tête ce mythe de la mondialisation et de la perte des marges de manœuvre au plan national, au lieu qu'ils aillent militer pour changer la politique chez eux, eh bien, ils se limiteront, entre guillemets, je ne veux pas dire que pour moi c'est limitatif, mais dans l'esprit en tout cas de ceux qui manipulent ce mythe, oui, ils se limiteront à un engagement altermondialiste. Voilà. Ils iront protester contre le G20, contre les FMI, etc. Mais ils ne viendront pas nous enquiquiner ici au niveau national, puisque si on a réussi à les convaincre que c'est plus là que ça se joue, mais que ça se joue sur un espace mondial, eh bien ils vont militer sur cet espace mondial et international, et on va être tranquille pour faire tous nos coups bas sur le plan national. Donc c'est à ça que ça sert. Alors, vous direz, le but de ce livre, finalement, c'est de revenir sur cette question parce qu'elle est fondamentale au moment où nous sommes dans une crise grave. Une crise grave de l'Europe, une crise grave de chez nous, dont j'ai montré dans un autre ouvrage, le précédent, que certains connaissent sans doute, qui s'appelle La Grande Régression, que nous ne sommes pas seulement dans une crise économique. Si c'était que ça, ce ne serait pas très grave. Mais qu'on est dans une crise qui est une crise beaucoup plus profonde et beaucoup plus longue, qui est une crise politique, une crise morale, une crise économique, une crise écologique, une crise sociale. Bien, on est dans un mouvement beaucoup plus profond. Il est évidemment dramatique que tant de citoyens soient convaincus de cette idée fausse, à savoir qu'un pays ne peut plus faire ce qu'il veut. Et donc j'ai choisi ce moment
qui est le moment de la crise économique, de la crise financière et du débat politique dans notre pays, pour dire finalement ce qui est important dans le bouquin, en fait, c'est le sous-titre. Je ne sais pas, nous on peut, voilà, c'est accroche. Mais ce qui est important, c'est le sous-titre qui dit pourquoi et comment un pays peut encore et toujours faire ce qu'il veut face aux crises, face aux marchés financiers, face aux banques, face au FMI. Autrement dit, pourquoi et comment un pays peut encore gouverner. Alors, la première raison sur laquelle je passe très vite, parce qu'il faut en venir à quel type d'actions sont possibles au niveau national, mais la première raison pour laquelle on peut affirmer cela repose sur la prise de conscience que le phénomène qu'on appelle mondialisation, etc., depuis une trentaine d'années, n'est pas la fin des États-nations et n'est pas la fin des politiques gouvernementales nationales, mais en est l'effet. Autrement dit, ce ne sont pas des martiens ou des forces surnaturelles de l'économie, des lois historiques occultes qui auraient échappé au pouvoir des gouvernements qui ont mis en place les caractéristiques du monde dans lequel nous nous trouvons. La principale raison pour laquelle les gouvernements aujourd'hui sont contraints au niveau de leur politique nationale, c'est le libre-échange total qu'ils ont instauré entre eux en matière financière et la liberté totale qu'ils ont donnée à la finance et au mouvement de capitaux et l'extension d'une logique de guerre économique mondiale et de marchandisation dans tous les autres domaines. Il y a les moins avancés. Hein, la mondialisation pour les autres produits que la finance est moins avancée que ne l'est celle de la finance. Mais la principale raison, elle est là. Qui a imposé cette logique de guerre économique? Qui a fait que des États ne peuvent plus contrôler leur mouvement de capitaux, ne peuvent plus dire que tel instrument financier c'est bien et utile, donc on le garde. Tel autre, non, ce n'est pas possible parce qu'il a des effets pervers ou il est dangereux. Tel investissement à l'étranger, oui, il est autorisé parce qu'on considère que c'est un investissement socialement, écologiquement pertinent, etc. Tel autre, non, parce qu'on estime que c'est simplement de la délocalisation, de la destruction d'emplois ici, pour faire n'importe quoi, pour aller produire ailleurs, pour revendre après chez nous à moindre prix. Donc c'est pas intéressant. Qui a fait que ce contrôle de la finance n'est plus possible? Ça a été imposé par personne. Ça a été décidé par Ronald Reagan et Margaret Thatcher, hein, à la fin des années 70 et au début des années 80, puis par d'autres gouvernements européens à partir du milieu des années 80, et puis ça s'est répandu ensuite à toute l'Europe, et puis on a imposé ça finalement à des tas d'autres pays avec le bras armé financier du FMI et de la Banque mondiale dans les années 80-90, parce que la condition pour tous les États en développement ou pauvres qui a des difficultés financières, la condition sine qua non de l'obtention des prêts ou des soutiens du FMI, c'était qu'ils adoptent le nouveau modèle néolibéral, c'est-à-dire d'ouverture de leur marché à la compétition étrangère, d'ouverture de leur marché capitaux à la libre circulation des capitaux. Et donc, c'est un processus politique qui a été décidé par des gouvernements élus et démocratiques qui n'étaient pas obligés de le faire et qui l'ont fait à dessein. Ils l'ont fait à dessein parce que donner la liberté à la finance et donner la liberté au capital, c'est créer les conditions qui permettent la mise en place d'un projet politique qui autrement est inacceptable pour des sociétés civilisées et économiquement développées. Il est évident que l'Allemagne, l'Italie, la France, issues des 30 Glorieuses, qui sont des pays riches, qui sortent d'une période de plein emploi, où, comme je vous dis, le pouvoir d'achat des plus pauvres et des ouvriers progresse régulièrement, où la protection sociale se développe également. Donc, des populations qui sont habituées au progrès, à la coopération, à la solidarité collective, à la protection sociale, à la réduction des inégalités progressives. Vous ne pouvez pas, comme ça, du jour au lendemain, parce qu'il y a eu une victoire politique de gens beaucoup plus libéraux au début des années 80, par décret, dire, bah, ça y est, on change de système, on change de modèle, et maintenant, l'Europe, ça va être une zone où il y aura juste un filet de sécurité sociale minimale à l'américaine, hein, et puis pour le reste, c'est assurance privée, école privée, bref, la société privatisée, hein, une société dure, de compétition très dure entre les individus,
et entre les groupes, voire entre les communautés. Bon, or c'est ça le modèle. Le modèle, évidemment, c'est que pour balayer tout ce qui a été fait pendant les 30 ou 40 années qui ont précédé et qui ont été extrêmement défavorables, évidemment, aux détenteurs des capitaux et aux riches, parce que ça a été un moment de l'histoire où, justement, le rapport de force s'est inversé en leur défaveur. Eh bien, pour balayer, évidemment, les effets de 30 ans ou de 40 ans de début de progrès sociaux, ils ont utilisé cette arme-là parce qu'ils savaient qu'à partir du moment où ils mettaient en liberté totale de capital, c'est-à-dire la circulation de l'argent et de la finance, ils donnaient à ceux qui détiennent les capitaux un pouvoir de chantage inédit sur tout le monde, sur les travailleurs, sur les entreprises, sur les communautés, sur la société. Évidemment, pendant les 30 glorieuses, un capitaliste qui n'était pas content du taux de rendement de son action dans son entreprise, bah, il pouvait pleurer s'il voulait, mais en plus il ne pleurait même pas, c'était relativement sympathique. Les grands actionnaires de l'époque, ils se contentaient de 3 ou 4% de rendement de leurs actions. Et s'ils n'étaient pas contents, bah, ils n'étaient pas contents, mais ça ne changeait rien. Parce que s'ils voulaient les placer ailleurs, bah, ils ne pouvaient pas. Si vous voulez faire des placements financiers plutôt que d'investir là, ailleurs, et déplacer par exemple des francs pour aller les placer, je sais pas, sur un marché financier allemand, anglais, bah, ils ne pouvaient pas. Il y avait des contrôles d'échange. Si vous vouliez changer des monnaies pour faire des placements, il fallait que ce soit des opérations autorisées. Et c'était les gouvernements qui décidaient quelles opérations de change étaient autorisées. Ah, alors c'est embêtant. Alors il y avait des choses qui étaient autorisées pour financer les échanges commerciaux, etc. Et il y avait des choses qui n'étaient pas, qui étaient limitées, qui étaient contrôlées. Alors si vous vouliez échapper à ça, ben, il fallait faire fuir les capitaux de manière occulte, etc. Et à l'époque c'était compliqué parce que c'était pas par quelques clics ou mouvements de souris sur un ordinateur, il fallait mettre les billets ou les lingots dans des valises et puis traverser les Alpes à pied, de préférence en hiver, ben oui, pour optimiser ses chances et pour aller en Suisse, quoi. Bon. Donc, comprenez bien la rupture. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde, et on est passé brutalement d'un monde où dans l'entreprise, ceux qui avaient le pouvoir, c'était les ingénieurs, les directeurs d'usine, des managers salariés, dont l'objectif n'était pas la maximisation du profit à court terme, c'était de développer l'entreprise, c'était de réussir, des objectifs d'entreprise, comme tous les gens qui entreprennent. Mais ils n'étaient pas sous la coupe des actionnaires et des financiers, qui aujourd'hui peuvent leur imposer des taux de rendement exorbitants, qui du coup se font au détriment de l'entreprise, de l'emploi, des conditions de travail. Ils n'avaient pas le pouvoir à cette époque-là. À partir du moment où vous dites, ça y est, maintenant vous pouvez faire de votre argent ce que vous voulez, et aller où vous voulez, vous leur donnez le pouvoir. Ils ont le pouvoir de chantage. Alors ce pouvoir de chantage sur l'entreprise, évidemment, ça a été le premier effet, et qui a transformé évidemment le monde de l'entreprise, avec la folie du nouveau management, hein, qui tue les gens et qui tue aussi l'entreprise, au sens noble du terme, c'est-à-dire l'activité qui consiste à produire ici quelque chose d'utile à la société. Car évidemment, si vous laissez l'argent libre et en toute liberté, qu'est-ce qu'il fait? L'argent va là où il peut faire encore plus d'argent, il ne va jamais spontanément là où il est plus utile, où on en a plus besoin. Et donc cette mondialisation du capital, cette globalisation qu'on nous avait présentée comme le truc, c'est la mondialisation heureuse, qui va permettre aux pauvres de se développer, aux petits oiseaux de retourner au paradis, etc., a produit très exactement ce que n'importe quel béotien en économie pouvait prédire, c'est que si vous donnez la liberté au capital, il ne va certainement pas aller apporter de l'eau potable aux gens qui n'en ont pas, ou transformer votre agriculture intensive et polluante en agriculture paysanne et durable pour l'éternité. C'est pas ça qu'il va faire. Il va chercher les endroits où on peut transformer 1 euro en 10 euros, si possible en 100, ou un franc en 50 le plus vite possible. Et il va trouver. Et comme en plus vous donnez la liberté à la finance de produire et de créer n'importe quel type d'instrument financier, on va en plus pouvoir non seulement gagner de l'argent en allant ailleurs, en partant, et en faisant du chantage, de la pression sur les salaires, sur les conditions de travail, mais on va pouvoir gagner de l'argent simplement en faisant plus rien, en faisant juste des jeux spéculatifs. Et des jeux spéculatifs qui produisent régulièrement des catastrophes financières qui, à l'arrivée, évidemment, ne sont pas payées par ceux qui les ont engendrés, mais sont payés par les sociétés, c'est-à-dire par les gens, par les travailleurs. Donc ce qu'on a appelé la mondialisation, c'est ça n'est rien d'autre que ça. C'est le fait que des gouvernements démocratiquement élus, pas un conseil planétaire de l'univers qui impose les lois de l'économie mondiale, des gouvernements nationaux de certains pays, qui avaient le rapport de force politique pour le faire, ont imposé une nouvelle règle du jeu. Maintenant, nous sommes dans cette règle du jeu. Mais ce que le politique a fait, il peut le défaire. En Europe, pareil.
C'est pas Reagan qui a menacé d'envahir l'Europe, qui a menacé de l'arme nucléaire l'Europe occidentale pour qu'elle fasse ça. Il s'est trouvé que le changement du rapport de force politique en Europe a fait qu'en Europe aussi, des gouvernements néolibéraux sont arrivés au pouvoir qui partageaient cette idéologie. Et ça s'est doublé d'une autre tragédie en Europe, c'est que même une large partie de la gauche européenne dans cette période-là, et de la social-démocratie et des partis socialistes à cette époque-là, c'est dans les années 80-90, c'est en partie converti à cette nouvelle idéologie du marché, de la liberté, de la supériorité d'un système fondé sur la libre concurrence, etc. C'est ça qui s'est passé. Bon. Et donc, puisque c'est ça qui s'est passé, et quand on en a bien conscience, que c'est donc un processus politique, avec un projet politique, alors vous pouvez chasser définitivement de votre idée l'idée qu'un gouvernement ne peut pas faire. Non, il y a des choses qu'aujourd'hui un gouvernement ne peut pas faire, parce que les gouvernements eux-mêmes ont décidé qu'ils ne le feraient plus, parce que ceci est conforme à leur projet politique. Mais ce que des gouvernements décident qu'ils ne font plus, ils peuvent décider le lendemain ou le surlendemain de le faire à nouveau. Donc ça, c'est le premier point. S'il y a en effet des marges de manœuvre réduites dans un certain nombre de domaines, toutes les marges de manœuvre réduites ont été réduites délibérément par des États, par des gouvernements qui voulaient réduire ces marges de manœuvre parce que le fait qu'elles soient réduites facilitait la mise en œuvre de leur projet politique. De même, la tournure qu'a pris l'Union européenne de projets de coopération, de solidarité en simple zone de guerre économique et de libre-échange, la tournure qu'a pris l'Union monétaire européenne, où finalement les États ont de moins en moins de marge de manœuvre parce qu'on leur a retiré des tas d'instruments sans que l'Europe en tant que telle se substitue comme nouveau pouvoir politique démocratique qui va compenser des pertes de marge de manœuvre sur le plan national. Cette tournure-là on voit bien, eu un effet très très bénéfique, entre guillemets, en tout cas pour les néolibéraux qui voulaient imposer leur politique, c'est que bien évidemment, on a fait de l'Europe le bouc émissaire facile de toutes les politiques désagréables que les gouvernements ne voulaient pas assumer pour eux-mêmes. Combien de fois vous avez entendu, au cours des décennies passées, pour les moins jeunes, et de la décennie passée pour les plus jeunes, que ah mais ça, on ne peut pas faire, mais c'est à cause de l'Europe, et ça, non, on ne peut pas faire ça, parce que sinon, l'Europe. Et c'est très pratique. La réalité, bien sûr, c'est vrai formellement. C'est vrai formellement. Sauf que vous savez, quand un gouvernement européen n'a pas envie d'appliquer un traité, il s'assoit dessus, il ne l'applique pas. Quand les Allemands, les Français, etc., à différents moments, n'ont pas eu envie d'appliquer le pacte de stabilité, par exemple, sur les déficits publics, ils l'ont fait, et ça n'a pas été la guerre, il n'y a pas eu de révolution. Donc quand un gouvernement vous dit « je ne peux pas », à cause d'un traité, en réalité, ce qu'il faut entendre, c'est la vérité. Je ne veux pas, et je suis bien content qu'il y ait le traité, parce que je peux faire croire aux imbéciles que c'est à cause de forces qui me dépassent que je ne peux pas faire ce qui serait bien pour vous. Comme ça, vous ne pourrez pas me le reprocher, et comme vous êtes assez con pour me croire, je vais pouvoir continuer à vous taper dessus avec un bâton, et vous irez vous plaindre à l'Europe, parce que vous croirez que le bâton, c'est l'Europe qui la tient, alors que c'est moi qui est en train de vous bastonner. Voilà.